Il va être définitivement à part dans sa filmographie, celui-là. Bonjour à tous, bienvenue dans ce vlog qui se concentrera sur Midway, le nouveau film réalisé par Roland Emmerich. Bien évidemment, je vous invite à aller regarder ma rétrospective sur Roland Emmerich que j'avais sortie il y a quelques années, avant ou après cette vidéo, comme ça vous plaira. Vous y verrez que Roland Emmerich est un mec qui maîtrise particulièrement les codes hollywoodiens, en particulier d'écriture hollywoodien, visuel évidemment, mais c'est vrai que ses scénarios sont collent beaucoup à la feuille de route traditionnelle hollywoodienne. Il y a tout ce qu'il faut, en principe, pour un blockbuster hollywoodien tel qu'ils l'ont étudié depuis des années et des années. Et ce film est un peu bizarre parce que c'est un blockbuster à la Roland Emmerich et avec tous les codes de Roland Emmerich, mais il y a, pour ainsi dire, pas de scénario. C'est-à-dire que je peux pas vraiment vous résumer le film. Le film vous raconte les événements entre Pearl Harbor et la bataille de Midway. De la première attaque des Japonais sur le sol américain à la bataille de Midway qui a été décisive d'après les historiens de la Seconde Guerre mondiale. Moi je suis pas un expert, hein, je répète ce qu'on me dit. Voilà une des batailles les plus importantes a priori de la Seconde Guerre mondiale. Et donc c'est du Roland Emmerich mais très épuré quoi. Vous n'aurez pas par exemple au milieu de votre histoire de guerre Ben Affleck et Josh Hartnett autour d'un triangle amoureux avec une autre nana quoi par exemple. Vous avez pas du tout ça au milieu du truc. Ce sont quasi tous des personnages historiques, des personnes qui ont vraiment existé, des vrais soldats, des vrais généraux, etc. A priori, ce sont que des faits réels et il y a vraiment quasi rien pour essayer d'élaborer sur cette histoire-là. On ne crée pas une petite romance, il y a des gens qui sont mariés, mais on va pas les faire rencontrer les personnes, on va même très peu se concentrer sur leur histoire de famille, on va savoir qu'ils ont une famille, et on estime que c'est suffisant pour qu'on soit attaché à eux. On nous montre une histoire de la Seconde Guerre mondiale, et on estime que ce soit suffisamment intéressant pour qu'on n'ait pas à rajouter autre chose au-dessus. Ce qui est pas habituellement le style de Roland Emmerich. La dernière fois qu'il s'est attaqué à une fresque historique, il avait fait The Patriot avec Mel Gibson, et le personnage de Mel Gibson était un mélange de 4 ou 5 personnages historiques différents, et les 3/4 du truc étaient extrêmement romancés. Bon, en bonne partie parce que ça tournait autour d'un personnage fictif, mais même les événements étaient pas forcément racontés dans le bon ordre, etc. Enfin bon, bref. Alors du coup, j'aimerais bien avoir les retours des experts de la Seconde Guerre mondiale et des experts de toutes ces guerres, etc. et qui savent absolument tout ce qui s'est passé, dans quel ordre les ordres ont été donnés, etc. Il y a des gens qui sont particulièrement doués là-dessus. Je voudrais bien avoir votre avis parce que j'ai l'impression que c'est le film que la plupart d'entre vous ont demandé, le film historique que la plupart d'entre vous ont demandé depuis des années. C'est-à-dire vraiment se concentrer sur les faits historiques, sur les gens qui ont existé et ne pas essayer de rajouter de la crème hollywoodienne au-dessus, quoi. Ce qui explique sans doute le fait qu'il ait dû financer ce projet en indépendant. C'est un film indépendant au final. Il a coûté 100 millions et quelques à financer, je crois, mais c'est un film indépendant parce qu'il l'a développé avec sa propre société Centropolis, qui en principe ne fait que coproduire, elle produit pas des films toute seule. Donc c'était un gros projet pour lui. Apparemment, c'est un projet qu'il a pas réussi à vendre au studio, ce qui est assez intéressant. Bien qu'on retrouve donc les gimmicks habituels de Roland Emmerich, parmi lesquels justement j'ai dit qu'il y avait des personnages historiques. Il y en a une dizaine ou une douzaine de personnages historiques. Le personnage principal s'appelle Dick Best, donc Richard Best, mais c'est le surnom, on diminue ça en Dick. Et enfin, je vais le dire parce que je suis gay, hein, mais je trouve ça rigolo que le réalisateur homosexuel se concentre sur le mec qui veut dire la meilleure bite. Dick Best, je trouve ça formidable. Il y a pas mal de trucs par rapport à son homosexualité qui m'ont fait rire là-dedans, mais donc voilà, c'est vrai que c'est très particulier par rapport à un film de Roland Emmerich. C'est pas ses histoires habituelles, c'est même pas son rythme habituel, parce que du coup, enfin vraiment, tu t'enchaînes les faits historiques, quoi. Comme il met quasi rien entre les trucs, t'as vraiment les faits tels qu'ils arrivent, donc tu vois des soldats apprendre, il y a un truc à tel endroit, il faut qu'on déploie tel truc, des fois même ils y vont et puis il y a rien, parce que finalement, l'armée elle était au sud et pas au nord. Et tu suis vraiment comme ça les faits qui arrivent, et tu suis ces différents personnages qui vont te permettre d'avoir différents points de vue sur tout ce qui s'est passé pour aller de Pearl Harbor à la bataille de Midway. Le souci, c'est que il y a quelques éléments qui viennent handicaper le film et l'empêcher de vraiment fonctionner à 100%. Donc si vous n'êtes pas à fond dans la recréation historique, vous attendez pas à vous attacher à fond aux personnages par exemple. Ils vont être un peu développés mais pas des masses, et puis on va avoir quelques problèmes avec les personnages parce que moi, je trouve qu'ils jouent pas tous très bien. Alors du coup voilà, on va commencer à venir maintenant au mauvais point d'abord, et puis je viendrai au bon point en dernier. Pour vous dire grosso modo, pour vous résumer un avis avant d'arriver du coup le détail, même si ça fait un bout de temps déjà que la vidéo a commencé. C'est sympa,
C'est beaucoup moins mon style parce que les films historiques, c'est que beaucoup moins le genre de film qui m'attire. Même les films de guerre, pour le coup, c'est pas vraiment le genre de truc qui me fascine non plus. C'est pas mon genre de prédilection. Donc ça va pas être mon favori de la filmographie de Roland Emmerich. Je dirais que ouais, ça va peut-être être un de ses films les plus difficiles dans lequel rentrer. C'est pas son film le plus divertissant. Et n'étant pas fasciné par le truc à la base, les personnages sont pas tous fascinants. Mon principal problème, ça va être le personnage de Headscreen. Et c'est chiant parce que je crois que c'est comme ça que ça se dit, Headscreen. S-K-R-E-I-N, ça doit être ça. Et c'est un peu chiant parce que c'est un peu le personnage principal du film. C'est un peu celui qui vraiment reste là de A à Z et qui va nous permettre vraiment de suivre tout de A à Z. C'est un des pilotes qui largue les bombes. Le film va être beaucoup axé là-dessus d'ailleurs sur les batailles très intenses et le fait de montrer justement les gens qui devaient bombarder en piqué. Parce que c'était une technique très particulière à une certaine époque, qui devait vraiment aller en piqué jusqu'aux ennemis et donc fallait affronter tout le feu ennemi, etc. Donc ça fait des scènes qui sont très stressantes et très bien rendues. Mais c'est vrai que les personnages en eux-mêmes au milieu, ils sont pas fascinants. D'un autre côté, comme le récit avance vite, finalement on reste pas trop bloqué avec les personnages. Donc l'acteur Headscreen m'a pas plu du tout. Je trouve que sa performance est pas du tout convaincante. Il est censé jouer le mec qui est très sûr de lui, c'est l'américain pilote typique avec le chewing-gum constamment à la bouche, et qui est du coup complètement tête brûlée, et qui manque de se tuer à chaque fois qu'il sort faire un truc, même quand il se pose juste à la fin d'un entraînement, il va essayer de faire un truc un peu dangereux et risqué. Et je trouve qu'il le surjoue, ou en tout cas qu'il le joue mal, de A à Z. C'est-à-dire que je sais pas si on peut être trop prétentieux et trop sûr de soi, mais c'est un peu l'impression qui ressort, quoi. C'était trop prétentieux et trop sûr de soi, si vous voyez ce que je veux dire. C'est surjouer la prétention et d'être trop sûr de lui. Enfin, je trouve qu'il est un peu en roue libre et je trouve pas le personnage très convaincant. Surtout qu'il a une progression au fur et à mesure des trucs, évidemment, comme il se prenne des trucs plein la gueule et qu'il est testé par la guerre et qu'il voit plein de gens mourir autour de lui, etc. Évidemment, il va devenir beaucoup moins casse-cou au fur et à mesure. Mais même quand il arrête d'être casse-cou, c'est pas très convaincant au niveau du jeu. Donc que ce soit le personnage lequel ou sa progression, enfin je le trouve vraiment pas fascinant, pas très bien joué, pas très intéressant. Et voilà, ça va être mon premier problème. Comme c'est le personnage en principe qui essaie de te mener d'un bout à l'autre de l'histoire, c'est vrai que quand il est pas très appréciable ou que tu le trouves pas bien joué, c'est un petit peu chiant. L'autre petit truc, c'est alors c'est pas un défaut qui est propre à Roland Emmerich, mais qu'on retrouve chez les réalisateurs et réalisatrices qui sont attirés par les hommes, en général. Parce que j'ai le même problème avec ce film que j'ai eu avec le film Invincible de Angelina Jolie. Je sais pas si vous vous souvenez de ce film qui sortait en 2014, je crois, parce que j'ai vérifié vite fait, ne serait-ce que pour retrouver le titre, parce que je m'en souvenais même plus, tellement ça m'avait pas marqué. Donc Angelina Jolie s'est essayée à la réalisation, elle avait fait un film de guerre aussi, avec des soldats. Et ma critique en sortant du film, c'était, je suis désolé, mais on dirait que c'est un boys band et ils sont tous propres et beaux et magnifiques du début à la fin. Et ils font pas musclés, ils font pas soldats, ils font pas au milieu de la guerre depuis des mois. Enfin, ils sont trop mignons, quoi. Et c'est un peu le même problème ici. C'est-à-dire que c'est une armée de minous tout mignons et limite avec pas de poils sur le torse. Un des premiers plans du film, il en profite, il est en train de les filmer en train de s'entraîner sur le pont d'un porte-avions le matin. Tous torse-poil, donc évidemment, du coup, il en profite, quoi. Il les filme tous torse nu sur le pont du truc, etc. Et ils sont tous épais comme ça, quoi. Ils font pas très après, tous les soldats sont pas des masses de muscles et des costauds, surtout pas à l'époque. En plus, c'était pas la même culture qu'aujourd'hui pour le corps, la musculation, la force, etc. Mais tu vois les photos des personnages réels au générique de fin, et quand tu vois la comparaison entre les deux, tu fais ouais, il y en a un qui fait soldat et l'autre qui fait modèle photo, quoi. C'est un peu le truc. Et du coup, il y en a quand même un bon paquet qui sont pas très crédibles dans leur rôle. Le truc, c'est que la plupart des personnages importants vont être des personnages qui sont plutôt âgés. Ça va être les personnages qui sont joués par Luke Evans, Woody Harrelson. Un peu du mal à voir Woody Harrelson en général d'armée, mais bon, why not. Il y a Patrick Wilson également, il y a Aaron Eckhart qui est là genre 10 minutes dans le film. Je sais pas son rôle a dû être coupé, je pense, parce qu'il devait être là plus longtemps. Et finalement, les jeunes, on les voit pas si longtemps que ça. Même Nick Jonas, je pensais qu'on le verrait beaucoup plus que ça, et finalement non, ils le mettent dans un coin. Il y a le petit jeune aussi qui jouait dans Alita Battle Angel, qui faisait Hugo, et
il est pas non plus beaucoup à l'écran, mais c'est vrai que bon voilà, ils font tous très minets, ils font pas vraiment soldats quoi, en plein milieu d'une guerre. Même si ils sont censés être jeunes, ils font pas vraiment soldats au milieu d'une guerre. C'est tu sens qu'il s'est fait plaisir, il s'est fait plaisir, mais complètement quoi. Il y a toute une scène avec un petit mousse qui doit passer d'un navire à l'autre, parce que du coup voilà, il profite de chaque personnage pour te montrer chaque aspect de ce qui s'est passé pendant ces conflits-là, et donc il essaie de te montrer les gens qui se sont pris les obus en pleine gueule sur les ponts de bateaux, il te montre ceux qui essaient de sauver, etc. Et il y en a un qui essaie de sauver en passant d'un bateau à l'autre avec une corde, alors qu'il vient de se cramer les mains juste avant parce qu'une bombe vient d'exploser, donc le métal est brûlant, etc. C'est tout un tas de choses qui permettent quand même de sentir bien le réel, quoi, et d'être un peu lancé dans le truc. Et il est vraiment, mais minou mignon quoi, et donc pendu à sa corde, etc. Tu te demandes pourquoi est-ce que Roland Emmerich l'a mis dedans. Après voilà, c'est pas un problème essentiel, mais c'est vrai que ça t'empêche un petit peu de rentrer dans le truc. Après donc je vous ai dit, ils essaient de rendre les trucs réalistes, de montrer un peu ce qui se passe, mais il y a un autre truc que le casting qui aide pas ça à avoir l'air réaliste. Et là pour le coup, il y a pas moyen de passer à côté, il y a pas d'excuse. Les effets spéciaux sont pas bons. En bonne partie parce que c'est un film indépendant et que il a coûté 100 millions, mais il aurait dû en coûter 125, et tu vois qu'il les manque, les 25 millions, pour finir certains effets, quoi. Le premier plan du film, justement, c'est un plan sur un porte-avions, et c'est là qu'on les voit tous torse nu en train de s'entraîner. Enfin, il y a deux plans au torse nu, parce que tant qu'à faire, autant en profiter. Mais du coup, le premier est numérique, très clairement. Tu sens un petit peu que l'animation des personnages est numérique, tu sens que le mouvement de caméra est numérique, et tu sens que tout le rendu est ultra numérique, quoi. Tu sens qu'il manque quelques passes, tu sens que tout est trop fluide, que tout est trop propre, que le son est pas ultra crédible. Enfin, tu vois, c'est une très belle simulation d'eau, effectivement, mais c'est pas tout à fait bon. Dès qu'il y a un avion qui se crache dans l'eau, tu vois que la mousse, enfin l'écume, elle est un petit peu grossière, quoi. Ce qui est le truc le plus compliqué à faire, et c'est pour ça que t'as besoin de beaucoup d'argent en effets spéciaux et de faire beaucoup de passes. Si vous voulez savoir, pour faire de l'écume en eau, en fait, le truc c'est qu'il faut simuler de l'eau à 3 états différents. Il faut simuler de l'eau liquide, de l'eau à l'état de gouttelette et de l'eau à l'état de vapeur. Et c'est le mélange subtil entre ces 3 états, parce que donc il y a d'abord l'eau de l'océan de base, et puis il y a les petites gouttes quand ça commence à se détacher, et ensuite quand elles se rentrent dedans, ça fait vraiment toute l'écume et la fumée. Donc c'est très compliqué à simuler à cause de ça. Et donc quand t'as pas le pognon pour les finir, bah tu sens que t'as pas le pognon pour les finir, quoi. Donc, comme les 3/4 du film ont été tournés en studio, tradition de Roland Emmerich, et ont besoin d'effets spéciaux, quand les effets spéciaux tirent un peu la gueule, c'est encore un effet de plus qui dit que faut vraiment que tu aies envie de voir une reconstitution des événements historiques de la bataille de Midway, quoi, et de ce qui a mené de Pearl Harbor à Midway, parce que les personnages vont pas t'aider à rentrer dedans, ils ont pas le look de l'emploi, et en plus les effets spéciaux sont pas tout à fait convaincants. Il y en a qui sont tout à fait convaincants, il y en a qui sont absolument bluffants et ultra crédibles, mais il y en a 2-3 qui passent pas très bien, quoi. Et comme c'est un film qui a 2000 et quelques plans d'effets spéciaux, évidemment, il doit forcément y en avoir quelques-uns qui sont moins bons que les autres, mais là, le pourcentage d'effets qui sont moins bons que les autres est vraiment très important, parce que clairement, il manque 25 millions dans le budget. Donc, c'est vrai que ça, pour le coup, c'est un gros handicap du film, et ça m'a vachement sorti du film à plusieurs reprises. Et pour que les effets spéciaux numériques, même ratés, me sortent d'un film, faut y aller, quoi. On reste à du niveau cinéma, mais on a quand même Sharknado au cul. Franchement, quoi. Il y a 2-3 plans où t'es un peu en train de grasser les dents sur ton fauteuil et t'es Donc, conclusion, faut déjà avoir envie d'être dedans. Faut déjà avoir envie que le film marche pour qu'il marche, parce que faut faire avec quelques gros défauts tout de même. Le truc, c'est qu'effectivement, le film essaye de rendre ça de façon assez réaliste et essaye vraiment de te faire vivre le truc. Alors, je peux pas savoir à quel point c'est fidèle à la réalité. Je suis pas un expert de la guerre 39-45, et surtout pas de comment ça se passe au quotidien, quoi. Mais j'ai l'impression qu'ils essayent vraiment de mettre le plus possible de trucs quotidiens, de te faire comprendre comment ça fonctionnait, de te faire ressentir l'angoisse des personnages, de te faire ressentir leur peur, de te faire ressentir ces trucs comme ça. Même des détails tout bêtes comme le fait d'avoir une ligne de soldats à la fin de chaque séance d'atterrissage d'avion pour débarrasser la piste de tous les objets qui pourraient avoir traîné dessus, les clés à molette, les machins, les trucs qui ont pu tomber des avions quand ils ont atterri avec le choc, etc. Et absolument tout nettoyer pour être sûr qu'il y a rien sur la piste, et donc éviter, je suppose, que un pneu explose en tombant sur un truc à un atterrissage et que ça fasse un plus gros accident, quoi. Il montre aussi qu'est-ce qui rend difficile de décoller d'un porte-avions, et des petits détails à la con, genre comment ça se passe pour transmettre un ordre, qu'est-ce qu'on fait pour signaler qu'on est en alerte, un truc dans ce genre-là, qui allume la lumière, ou est-ce que ça, enfin même des trucs aussi bêtes que ça, quoi. C'est vraiment le truc
c'est vraiment une idée de reconstitution historique. Donc je peux pas savoir à quel point la reconstitution historique est bonne, mais elle a priori été travaillée. Donc je demande à ceux qui le peuvent de me répondre. Et c'est là vraiment qu'on peut arriver dans les points positifs du film, c'est que il arrive quand même à nous faire vivre, et malgré certains plans d'effets spéciaux qui marchent pas très bien, etc., il arrive à vraiment nous faire vivre une bataille de l'intérieur, notamment avec beaucoup de plans subjectifs qui vont servir à nous mettre vraiment à la place des personnages, évidemment, puisque c'est un subjectif, on est littéralement dans leur regard. Mais quand il l'utilise avec parcimonie au moment où il le faut, notamment quand il est en train de faire les bombardements en plongée, en piqué. Et tu vois ton champ de vue qui est obstrué par les nuages de fumée parce qu'il y a des trucs qui sont en train de cramer, tu vois le nombre de projectiles qui t'arrivent en face et tu ne sais même pas comment les mecs font pour éviter ça. Tu vois tous les autres avions qui sont en train de passer et tu es en train de vivre ça avec des plans qui sont assez longs et qui durent assez longtemps et qui du coup sont assez marquants quoi. Et puis bien sûr en termes de réalisation on notera beaucoup de plans larges comme d'habitude avec Roland Emmerich, beaucoup de plans paysages, on va souvent avoir un plan très très large pour bien nous montrer un lieu complet avant qu'il soit attaqué pour qu'on situe bien l'action par exemple. On va avoir beaucoup de plans aériens évidemment parce qu'il y a beaucoup de batailles aériennes et beaucoup d'avions. Et on va avoir beaucoup de plans de leur point de vue, du point de vue du cockpit par exemple, ce qui va donc nous donner beaucoup de plans très très larges sur de grands paysages, ou également sur les océans bien sûr. Et les scènes sont extrêmement tendues, et dès qu'on est dans une scène de bataille, j'étais en train de serrer les fesses, j'avais peur pour les personnages, etc. Même si effectivement en dehors de ça, les personnages me fascinaient pas particulièrement, tu sais aussi que c'est des personnages historiques quand tu vois le truc. Donc t'as un certain respect, ne serait-ce que ça, quoi. Tu écoutes avec attention ce qui se passe, et comme je vous le dis, il essaye pas de se perdre dans des récits subsidiaires à l'histoire de base, quoi. Il essaie vraiment de rester sur ce qui permet de comprendre et de voir tout ce qui s'est passé pendant ces événements. Tous les personnages qui vont te le permettre et tous les points de vue qui vont te le permettre. Et puis on retrouve, mais je crois que ça vient un peu aussi de cette 3D, mais ce côté assez brillant de l'image de Roland Emmerich. Généralement quand il fait des plans extérieurs avec du soleil, il va s'arranger pour qu'il y ait un coin qui soit un petit peu surexposé, genre il y a un moment où il passe au-dessus du pont du navire et on a un énorme fat reflet de soleil qui fait d'un seul coup un gros contre-jour pour avoir un côté un peu réaliste. Comme c'est un film d'époque, c'est beaucoup de vieux intérieurs, beaucoup d'atmosphères un peu étouffées, beaucoup de lumière un peu jaunâtre. Mais ça vient en bonne partie des décors, et comme il a priori voulu être fidèle historiquement au truc, c'est en bonne partie à cause de ça. Mais on retrouve des grands classiques de ce genre de trucs, quoi. Les grandes salles de réunion en fumée avec la lumière qui passe à travers les stores, etc. pour découper un truc. Dans les batailles de fin, il va mettre un peu plus de musique, mais dans les batailles du début, il va mettre que les bruitages de guerre. Il n'y aura pas de musique dans les premières minutes du film. Donc c'est fou de voir un mec qui est pourtant très hollywoodien décider d'aller dans un minimalisme pareil en fait. Il y a du grandiose au niveau des plans, mais le minimalisme au niveau du son, le minimalisme au niveau de l'histoire, le minimalisme au niveau de tout un tas d'effets qui pourraient justement rendre ça plus impressionnant et plus hollywoodien, dans lesquels il aurait pu tomber très facilement et qu'il a volontairement voulu éviter, quoi, au point de pas pouvoir proposer le film à des studios. Je trouve ça assez intéressant pour le coup. Il y a un petit truc que je trouve très bien travaillé en termes de mise en scène et qui te montre qu'il essaye du coup de faire ressentir un peu ce qui se passe du point de vue des personnages. Quand tu vois une scène commencer, la scène de Pearl Harbor commencer, t'es juste sur un pont, tu vois des personnages en train de parler entre eux, en train d'être au milieu de leur quotidien, ils sont au milieu d'une conversation, ils parlent d'autre chose, et d'un seul coup ils sont attaqués en plein milieu du truc. Et c'est vachement intéressant d'avoir travaillé ça comme ça, vraiment pas d'avoir pris l'attaque dès qu'elle commence, mais d'avoir voulu instaurer d'abord une sensation de calme et de quotidien, limite un peu plan-plan. Quand tu vois la scène commencer, tu fais ouais, bon, on est obligé de regarder ça, est-ce que vraiment c'est important, etc. Et d'un seul coup, t'entends les moteurs arriver, et tu fais, tiens, c'est quoi? Et tu sens vraiment, du coup, le côté surprenant de la scène. Donc je trouve qu'il a quand même bien travaillé à rendre tout ça, quoi. Tu arrives à vraiment vivre les choses en même temps que les personnages, et il arrive à te les faire ressentir. Après, le film est pas sensationnel, et fait pas des étincelles non plus en termes de réalisation, hein. C'est à nouveau très impressionnant, avec toutes les techniques que je viens de vous donner. On retrouve les grands classiques de Roland Emmerich, avec une scène de course-poursuite entre deux avions au milieu d'un ravin ou d'une montagne, etc. Donc il s'en est donné encore à cœur joie. Il y a ces gimmicks de réalisation, quoi, mais c'est pas non plus sensationnel, quoi. C'est du bon plan de divertissement, c'est impressionnant, ça fait le travail comme il le faut, il arrive toujours à rendre les choses extrêmement impressionnantes. Travailler le rapport des choses les unes avec les autres. Il y a un plan où on voit l'avion qui descend et qui doit passer en piqué, et donc on voit l'ombre qui passe vraiment en dessous sur tous les bâtiments qui sont derrière lui avant que la bombe explose, etc. Donc c'est impressionnant, c'est grand spectacle, c'est la tradition de Roland Emmerich, mais moi qui aime ça chez lui par exemple, ça me fera pas aimer ce film juste avec ça par exemple. Il faudra quand même à la base que je sois intéressé par cet aspect de l'histoire.
Et puis il y a une impartialité au niveau du jugement des deux armées. On va suivre pendant les événements également l'armée japonaise, qui va pas être montrée comme l'armée la plus belliqueuse du monde, comme assoiffée de sang. Ils vont être montrés de façon beaucoup plus noble et honnête. En tout cas, ils ont eux-mêmes, enfin ils ont eux aussi leur truc à défendre et leurs propres problèmes, qui vont également nous être présentés. On va avoir un petit peu des deux points de vue, pas trop non plus. Hein, on est principalement du côté des Américains. Mais c'est aussi une tradition de Emmerich et c'est toujours un mec qui a une vision mondiale des choses. C'est comme j'en ai parlé dans ma vidéo, c'est un mec, c'est un étranger, c'est un Allemand en plus, donc il a toujours une vision un peu plus globale des choses quand il fait des films aux États-Unis que les réalisateurs purement américains qui sont un peu bornés aux frontières de leur pays. Donc je trouve que ça aussi c'est un point intéressant et le film à la fin est dédié aux deux armées, aux soldats de l'armée japonaise et de l'armée américaine. Je noterais, cela dit, qu'assez peu de références sont faites à l'Allemagne, pour le coup, venant d'un réalisateur allemand, ça aurait pu être intéressant, et que beaucoup de références très positives sont faites à la Chine. Je crois que Roland Emmerich s'est assuré de pouvoir vendre son film sur le territoire, parce que on insiste beaucoup aussi, par exemple, dans les panneaux de fin, pour te rappeler que la Chine, en représailles de quelques paysans non, les Japonais en représailles de paysans chinois qui avaient aidé les Américains, ont massacré 250 000 Chinois. Ce qui effectivement est un fait historique et ce qui est important à rappeler puisqu'on croise un de ces personnages-là, mais quand tu rajoutes ça dans ton film, tu te dis bah ça peut être un petit ticket, une carte à jouer pour vendre ça sur le marché chinois. Ils sont toujours partants pour rappeler que les Japonais sont des tortionnaires. Même si personne n'est tout à fait innocent dans cette région du monde, chacun a ses trucs à se reprocher. D'ailleurs, pour faire ça, pour rappeler que les Japonais sont des tortionnaires, il faut il y a un petit problème quand même, c'est que les soldats américains sont extrêmement choqués d'apprendre que les Japonais sont en train d'attaquer des Chinois pour les avoir aidés simplement en fait. Ils disent il n'y a pas de cible militaire, ils viennent simplement d'attaquer des civils. Et si je me souviens bien, le bombardement dont ils viennent de revenir, le bombardement sur Tokyo, c'était sur Tokyo. C'était sur des habitations, il me semble bien, des peu de bases d'histoire que j'ai de la Seconde Guerre mondiale, il me semble bien que ce raid sur Tokyo n'a absolument touché aucune cible importante au niveau militaire, peut-être vite fait une ou deux usines à fabriquer ou un ou deux trucs, mais principalement c'est tombé sur des habitations en plein milieu de la ville. Donc les mecs qui viennent de bombarder Tokyo, les habitations de Tokyo, qui sont choqués que les Japonais soient en train de bombarder la population chinoise, tu sens que c'est un peu là pour titiller le côté chinois et pour un peu faire oublier le côté américain de ce qui vient de se passer, quoi. Il y a aussi un montage parallèle où on voit les deux états-majors différents, les états-majors japonais et les états-majors américains, tous les deux en train de s'adapter et de réagir en même temps à la première attaque des Japonais sur le sol américain. L'un pour se défendre et l'autre pour préparer l'offensive concrète, quoi. Donc c'est intéressant aussi d'avoir ce montage parallèle pour montrer les deux en train de réagir à ce qui vient de se passer. Ou un autre petit truc que j'ai trouvé intéressant et subtil, c'est, je crois que c'est un des premiers films que je dois faire ça. Pendant qu'on diffuse le discours du président des États-Unis qui dit aujourd'hui, un jour marqué du sceau de l'infamie, les États-Unis ont été attaqués, etc., etc., on entend ce discours sur des images du Japon, du côté du coup de l'ennemi, et on voit, il me semble encore une fois que c'est Yamamoto qui est en train d'écouter le truc et qui se dit merde, ça y est, on a réveillé le géant endormi, en ce genre-là. Je trouve ça intéressant du coup de montrer ce discours-là du côté des attaquants plutôt que du côté des attaqués. Bref, j'ai fait un peu plus longtemps que ce que je pensais faire. C'est difficile. C'est pas le film que je reverrai avec le plus de bonne volonté dans la filmographie de Roland Emmerich, et c'est pas le film que je conseillerais le plus à regarder. Je pense qu'il y a de vrais défauts pour le coup au niveau du rendu visuel, pas au niveau de l'histoire vraiment, parce que l'histoire, je vous dis, c'est vraiment un film historique, donc si vous êtes passionné d'histoire, je pense que ça peut vous plaire. Mais il faudra faire avec quelques acteurs qui collent pas vraiment à leur rôle, pas des masses, mais quelques-uns, et avec des effets spéciaux qui sont pas tout à fait convaincants, quoi. Donc voilà, en ce qui me concerne, Midway, c'est un Midway. Pour le coup, c'est très employé, c'est un Midway. Ouais. Si vous êtes passionné par l'histoire, vous pourrez sans doute apprécier le truc. J'ai peur de vous dire ça parce que j'ai peur que du coup le truc soit pas bon au niveau historique et du coup ça vous énerve encore plus en allant voir le film.
au moins vous aurez pas Ben Affleck et Josh Hartnett en train de se batailler pour une meuf au milieu. Vous aurez que le truc historique. Donc j'espère qu'au moins ça pourra vous satisfaire. Et puis ben voilà, pour tous ceux qui veulent savoir un peu ce qui s'est passé à ce moment-là, pour ceux qui veulent s'intéresser à la période historique, ça peut toujours être intéressant. Le film en lui-même, bon, il marquera pas l'histoire du cinéma, quoi. Voilà. Je vais m'arrêter là. C'est à vos risques et périls. C'est vous qui voyez si ça vous branche ou pas. C'est pas un mauvais film. Je peux pas dire ça, c'est pas un mauvais film, mais c'est clair qu'il a des handicaps. Donc du coup, voilà, c'est à vous de voir. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.